Bienvenue dans l'événement du dimanche, ravi de vous retrouver. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation, député Rassemblement National de la Somme et membre du bureau national de votre parti. 1 heure d'interview avec à mes côtés pour vous interroger. Arlette Chabot, bonjour à vous. Bonjour. Je préviens nos téléspectateurs qu'à tout moment, nous serons amenés à aller à Rome parce qu'on attend la première sortie publique du pape François, hospitalisé depuis le 14 février dernier. On verra cette apparition, ce salut vraisemblablement à la foule qui est nombreuse, qui s'est massée devant cet hôpital Gemelli de Rome avec, semble-t-il, une bénédiction aussi du pape François. L'image en direct, évidemment. On sera amené donc à vivre ce moment historique en direct et vous vous interrompre, Jean-Philippe Tanguy. Mais d'abord, l'actualité nous amène à Orléans. Un mineur a été interpellé. La communauté juive d'Orléans et la France entière sous le choc ce samedi après-midi. Hier, en pleine rue, le rabbin de la ville a été agressé physiquement avec ces mots à l'instant du chef de l'État Emmanuel Macron qui le dit: l'agression du rabbin à Orléans nous choque tous. Je lui adresse, écrit-il, ainsi qu'à son fils, parce qu'il était accompagné de son fils de 9 ans dans la rue, à tous nos compatriotes de confession juive, tout mon soutien est celui de la nation. L'antisémitisme est un poison. Nous ne céderons ni au silence ni à l'inaction. Que dites-vous de ces mots du chef de l'État ce matin ? Avant de commenter les mots de M. Macron, je voudrais effectivement avoir une pensée pour ce monsieur et sa famille, pour nos compatriotes de confession juive. C'est un énième acte de violence inacceptable, de violence parfaitement gratuite, devant un enfant, en plus, devant le fils de ce rabbin, et qui dénote dans le Loiret. C'est-à-dire que nous sommes dans une commune, une ville tranquille, dans le centre Val-de-Loire. C'est d'ailleurs la première réaction de la communauté juive de cette commune, de cette ville, qui a dit: mais nous, dans le Loiret, on n'a jamais connu d'acte de violence antisémite depuis la Seconde Guerre mondiale. Et voilà qu'un pauvre homme est frappé très violemment. Donc, M. Macron, tant mieux qu'il ait ces mots, mais l'inaction, oui, nous sommes dans l'inaction face à l'antisémitisme sous son mandat. Je rappelle que M. Macron n'avait pas voulu venir à la manifestation contre l'antisémitisme qui avait réuni près de 100 000 personnes à Paris et dans toute la France pour des raisons fallacieuses, des raisons qui sont en fait... Je vous interromps, Jean-Philippe Tanguy, pardonnez-moi, je le disais en introduction. Cette image donc du pape François, 5 semaines après son hospitalisation, en chaise roulante. On entend en fond les acclamations de la foule, effectivement massée en nombre selon nos envoyés spéciaux sur place. Un micro est sorti, semble-t-il, va-t-il prendre la parole. Plutôt souriant, Arlette Chabot, pas d'apparition publique depuis le 14 février. Et ces mots, on va peut-être tenter de l'entendre. Non, oui. Effectivement, pas forcément audible. On essaiera d'écouter ces paroles d'un pape François, Arlette Chabot, affaibli, très clairement. Une photo avait été publiée la semaine dernière où on ne le voyait pas de face, on ne voyait pas son visage, on ne voyait que de dos. Là voilà, il salue cette foule et visiblement du mal à s'exprimer. Un peu de mal à s'exprimer et il rentre dans une longue période de convalescence, à peu près 2 mois de convalescence, et forcément on va s'interroger sur la capacité du pape, de François, de continuer à diriger l'Église, parce qu'il a un emploi du temps chargé dans les mois qui viennent. Il y a aussi des voyages à l'étranger qui étaient prévus, même au cours de cette année, je crois, un voyage dans son pays natal, en Argentine. On verra bien si effectivement il peut effectuer ces voyages, ou bien, autre hypothèse dont on parle beaucoup, c'est effectivement la renonciation, le retrait du pape, comme l'avait fait son prédécesseur. En tout cas, on rentre dans une période effectivement d'incertitude. La santé du pape et le choix qu'il fera lui-même. Il avait toujours dit que s'il n'était plus capable d'exercer la fonction, il se retirerait. On verra ce qu'il dira et ce qu'il décidera dans les semaines qui viennent, en fonction sans doute de son état de santé et de son rétablissement que tout le monde souhaite évidemment. Une foule immense avec, on croit les deviner, ces médecins avec une transparence aussi assez inhabituelle de la part du Vatican, qui ont communiqué de manière quasiment quotidienne sur l'état de santé du pape. On suivra en effet son retour au Vatican un peu plus tard dans nos éditions sur LCI. Jean-Philippe Tanguy, cette agression donc antisémite, ce sont les mots du président de la République.
vous pointiez du doigt l'inaction du gouvernement quant à des actes, en effet, notamment depuis le 7 octobre, qui ont considérablement explosé dans notre pays. Que peut faire le gouvernement de plus quand on voit effectivement ce qui s'est déroulé à Orléans hier, l'agression de ce rabbin, mordu, frappé, accompagné avec à ses côtés son fils de 9 ans? C'est une lutte implacable contre l'islamisme qu'il faut en fait mener. Moi, je suis la génération Ilan Halimi. L'inaction des autorités contre l'antisémitisme rampant et maintenant très visible, très frappant, qui vient malheureusement de nos banlieues, de quartiers gangrénés par l'islamisme, a fait face à la lâcheté d'État, une véritable lâcheté d'État, mettre ces drames sous le tapis, le pas de vague. Moi, je me souviens d'un rapport de l'inspection de l'éducation nationale, d'un inspecteur courageux de l'éducation nationale à Marseille, qui dès les années 2000 avait dit qu'on déscolarisait des enfants français ou étrangers parce qu'ils étaient de confession juive. Qu'a-t-on fait dans ces années-là? Rien du tout. Jusqu'au tragique attentat, Mera, qui a assassiné des enfants de confession juive sur notre sol, et toutes les horreurs que l'on a connues depuis, des femmes attaquées chez elles, tuées parce qu'elles étaient juives, avec une partie quand même de la magistrature qui, là aussi, n'a pas voulu voir l'antisémitisme, qui a essayé de le cacher, de le minorer. Donc cette lâcheté d'État d'un certain nombre d'institutions est inacceptable. Et donc Marine Le Pen, depuis le début de son engagement politique, est très clair. Il faut être intraitable avec toute forme d'antisémitisme, mais en particulier nommer l'antisémitisme qui aujourd'hui frappe nos compatriotes, c'est l'antisémitisme d'origine islamiste. Or, comme nous faisons face à une lâcheté face à l'islamisme en général, on l'a vu encore cette semaine avec des débats lunaires totalement byzantins sur l'interdiction du symbole islamiste qu'est le voile dans le sport, ou dans les accompagnatrices de l'école, on voit bien que l'État, le système qui dirige la France depuis 20 ans reste très lâche face à l'islamisme. Et quand j'étais très surpris, je vais vous dire, des déclarations d'Édouard Philippe, je pensais que cette génération d'hommes politiques avait compris, sincèrement. Je ne sais pas de... Vous évoquez ces déclarations quand on voile, au port du voile, dans Absolument, le sport. Ces déclarations sur le refus d'interdire de manière très claire le voile dans le sport dans la culture mondiale, pas seulement française. C'est un moyen d'émancipation des corps, d'émancipation des esprits, de liberté, de fraternité entre les peuples, et en particulier, faut-il le dire, de la liberté des femmes. Toutes les personnes qui s'intéressent à l'histoire et à l'histoire de la liberté des femmes savent bien que les femmes ont conquis une part énorme de leur liberté par le sport, par la reprise en main de la liberté qu'elles ont sur leur corps et par le vêtement. Parce qu'évidemment, le sport a permis aux femmes de manière très intelligente de retrouver une liberté dans le vêtement qui correspondait à une liberté de l'esprit. Mais pardonnez-moi juste, Jean-Philippe Tanguy, avec Arlette, on s'interroge sur finalement votre positionnement. Vous, le Rassemblement national, si vous arriviez au pouvoir demain, ces faits-là ne sont pas isolés, ils se sont produits à de nombreuses reprises, pas forcément dans ces conditions-là, mais ce qui s'est passé à Orléans, que feriez-vous pour éviter que ça n'arrive si demain vous étiez au gouvernement? Mais c'est un refus de tout laxisme face à ces voyous, parce que ce sont des comportements de voyous, de délinquants, de criminels. Donc quand vous êtes laxiste sur la délinquance en général, vous êtes laxiste sur l'antisémitisme qui se répand par des actes violents, d'abord par des insultes évidemment, ensuite par des violences et parfois le pire, jusqu'au meurtre. Donc comme le laxisme d'État se répand sur toutes les pans de la délinquance, eh bien les délinquants confondent tout évidemment. D'ailleurs, il y a généralement un mélange entre la gangrène islamiste, le narcotrafic et les voyous en général. C'est une espèce d'horrible écosystème dans un certain nombre de quartiers qui se répand dans toute la France. Donc on voit bien que la réponse à apporter, il est immédiate. Et évidemment, il y a aussi l'éducation. C'est pour ça que c'est fondamental, c'est les préjugés. Vous parliez tout à l'heure de l'affaire Ilan Halimi qui vous a marqué quand vous étiez très jeune. C'est là qu'on a vu apparaître vraiment les stéréotypes que l'on a trimballe depuis des dizaines d'années sur le juif riche, le juif qui gagne et qui peut payer une rançon. C'était un peu ça aussi. Absolument, oui. Les stéréotypes, ça continue. Aujourd'hui, c'est plutôt l'antisionisme, au fond. Oui, tout à fait. L'antisémitisme. Oui, que les juifs seraient responsables d'un certain nombre de crimes épouvantable, que tout juif serait forcément responsable de guerres qui ne sont pas les nôtres, même si Israël défend sa sécurité, faut-il le rappeler. Oui, donc l'éducation. Mais nous avons aussi abandonné nos professeurs, enfin l'État a aussi abandonné nos professeurs face à l'enseignement du savoir, de la science, de la lutte contre les préjugés. Mais les préjugés ils naissent évidemment de l'ignorance. Et face à l'ignorance, la gangrène islamiste progresse, puisque les islamistes, ils apportent. Malheureusement, je le regrette, mais il ne faut pas mentir sur ce qu'est l'ennemi, sur ce qu'est l'adversaire. L'islamiste,
il progresse face au désert, à l'ignorance, face au manque de valeur de la République enseignée, face au manque de fierté de ce qu'est la France et la nation française. Ils apportent un certain nombre de réponses avec, on le voit par exemple avec certains symptômes, comme a fut dans le passé Tariq Ramadan, aujourd'hui une doctrinaire comme Rima Hassan. J'analyse, d'ailleurs je ne suis pas le seul, des spécialistes analysent dans la rhétorique d'une personne comme Rima Hassan, très intelligente, très structurée, eurodéputée insoumise, les traces de ce qu'est le frérisme, les frères musulmans, qui ont toujours théorisé et mis en application que par un détournement du savoir, par un détournement des valeurs, par des discours qui apportent des réponses à des populations en déshérence, vous pouvez déstabiliser des sociétés très puissantes et des cultures très anciennes. Je prends l'exemple de l'Égypte. L'Égypte, une des plus vieilles nations de l'humanité, a été totalement déstabilisée et infiltrée par la gangrène des fréristes. Oui. Jordan Bardella sera dans quelques jours en Israël. Il a été invité à participer à un colloque justement sur les moyens de lutter contre l'antisémitisme. C'est en quelque sorte l'absolution qui est donnée au Front National, au Rassemblement National, l'oubli des dérapages, des provocations, des propos antisémites de Jean-Marie Le Pen. On oublie tout? Je pense que c'est une reconnaissance du travail admirable qu'a fait. Il y avait un article de monsieur de Klarsfeld, de monsieur Klarsfeld, très intéressant, qui reconnaissait le travail de Marine Le Pen, tout simplement, sa ligne politique imperturbable, qui a eu le courage de prendre des décisions difficiles. Elle a pu s'exprimer là-dessus de manière très claire, des décisions personnelles aussi très difficiles, pour affirmer une ligne très claire. En coupant avec son père. En coupant avec Jean-Marie Le Pen, pas la personne d'ailleurs de Jean-Marie Le Pen, mais les idées, les provocations qu'il avait pu porter avec un certain nombre de ses amis, en ayant une ligne très claire sur la nation, sur l'universalisme des valeurs françaises, et la venue de Jordan Bardella en Israël et cette reconnaissance du courage qu'a eu Marine Le Pen et aussi du courage qu'a eu Jordan Bardella dans sa lignée. Mais Bernard-Henri Lévy, par exemple, a annulé sa participation à ce colloque. Ça veut dire que tout n'est pas oublié. Parce que M. Henri Lévy perd un fonds de commerce, qui est triste d'ailleurs. Voilà, moi, je le regrette d'ailleurs, parce que tous ces gens qui ont fait barrage à Marine Le Pen au nom de la lutte soi-disant contre l'antisémitisme, et on se retrouve avec un antisémitisme horrible en France, avec des violences, des crimes contre nos compatriotes de confession juive, et qui ont permis l'élection des nouveaux fascistes qu'on a vu défiler hier. Vous parlez de ces accords pendant les législatives. Monsieur Bernard-Henri Lévy, alors il n'a pas appelé à voter insoumis, mais il a validé le NFP, et surtout, il a menti sur la nature du Rassemblement National pour mettre au pouvoir des gens qui sont lâches, qui sont incapables de lutter contre l'antisémitisme. Il y a aussi une saturation en France, si vous voulez, du détournement de ce qu'ils appellent les valeurs de la République, qui consiste à utiliser ces valeurs pour mettre au pouvoir des gens qui ne défendent pas ces valeurs et mettre au banc de la société politique française, le Rassemblement National, qui voulait défendre ces valeurs avec Marine Le Pen. Donc si Marine Le Pen, moi j'ai le courage de le dire, je l'assume, si Marine Le Pen avait été au pouvoir depuis 10 ans, je suis persuadé que la société française ne serait pas dans cet état de division et que nous aurions renoué avec le fil du temps qu'est l'identité universaliste de la République française. On va avancer dans cette interview. Juste, cette visite en Israël ne plaît pas à tout le monde. Bernard-Henri Lévy, mais certains aussi de vos détracteurs vous reprochent vos liens avec, vous dites révolus, mais avec certaines personnalités qui sont dans la sphère négationniste. Et puis, il y a eu ces candidats quand même qui ont posé problème aux dernières élections législatives, posant avec une casquette nazie, ou une candidate qui se défendait tout antisémitisme pour avoir un ophtalmo juif. Ce sont ces mots. Alors, à parvenir sur ces cas que Jordan Bardella a lui-même qualifié de brebis galeuses. Mais cet antisémitisme-là existe encore aussi au Rassemblement National. Il existe dans la société française, et il ne faut pas s'en cacher. Oui. Mais la différence, c'est que nous, dès que nous repérons ces personnes, parce que nous, c'est pas orwellien, je veux dire, on ne connaît pas la vie des gens, on ne connaît pas les cœurs et les reins. Ils sont immédiatement éliminés, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des insoumis, mais aussi des Verts et des communistes, parce que les insoumis sont aussi devenus un peu le cache-sexe de cet antisémitisme de gauche qui est au-delà des insoumis, parce que, par exemple, la résolution qui qualifie de régime d'apartheid la démocratie israélienne, elle ne vient pas des insoumis, elle vient des communistes et des Verts. Voilà, bon. Donc il y a aussi une grande confusion. La différence, c'est que nous, on les sort. Je peux vous dire aussi que moi, venant de la droite, quand j'avais fait des réunions dans ma grande jeunesse, il y avait aussi des personnes antisémites à l'UMP. Voilà. À l'UDF, il y avait des gens, notamment, qui venaient de l'UDF. Il y avait un certain courant de l'après-guerre qui avait aussi l'antisémitisme traditionnel. Il s'agit aujourd'hui de ne plus rien tolérer de ces propos. C'est-à-dire ce qui est aussi inquiétant, ce qui, à mon avis, explique la grave situation de la France aujourd'hui par rapport à l'antisémitisme qui frappe des innocents. C'est qu'à force d'avoir créé le bouc émissaire qu'est le Rassemblement National, une partie de la société française n'a pas voulu voir le danger là où il était. Et qu'à force de faire barrage à Marine Le Pen,
qui étaient contre l'antisémitisme et qui voulaient l'égalité républicaine, eh bien des forces obscures et très dangereuses ont eu le temps de s'organiser et aujourd'hui d'avoir une influence extrêmement dangereuse. Pour être tout à fait complet, la France Insoumise a réagi par la voix de son coordinateur, Manuel Bompard. Plus que jamais, écrit-il, soyons unis pour combattre l'antisémitisme et tous les racismes, au lendemain notamment de cette marche contre l'extrême droite et le racisme qui a eu lieu hier à Paris, mais ailleurs dans d'autres villes de France. Jean-Philippe Tanguy, cette interview qui à présent nous a marqué aussi dans l'actualité du président algérien à la télévision algérienne, Monsieur Tebboune, qui tente, semble-t-il, on va en discuter, vous nous donnerez votre avis, de faire baisser une forme de tension en invoquant une relation avec son alter ego Emmanuel Macron. Voilà ce qu'il dit. On l'écoute et on en parle ensuite. Dans ce brouhaha, ce capharnaüm politique qu'il y a actuellement là-bas, nous on garde comme point de repère, et unique point de repère pour moi, c'est le président Macron. Nous travaillons ensemble. Il y a eu, c'est vrai, un moment d'incompréhension, mais il reste le président de la République française. Arlette Chabot. Voilà, comment vous l'interprétez, cette évolution, on va dire, de bouger du président algérien? C'est la conséquence de la fermeté de Bruno Retailleau, le bras de fer engagé par le ministre de l'Intérieur, ou c'est au contraire les propos apaisants qu'avait prononcé le président de la République, qui disait en quelque sorte qu'ils avaient salué la clairvoyance du président algérien? C'est Retailleau qui a gagné ou c'est le président de la République? C'est le président de la République, évidemment, mais M. Tebboune, le mot que vous avez utilisé est très juste, il est clairvoyant. Il sait qu'il peut compter sur Emmanuel Macron pour que la France continue d'être le paillasson de l'Algérie. Mais de toute façon, à partir du moment où M. Macron a fait sa première campagne électorale, en accusant la France de crimes contre l'humanité, en Algérie, servant la soupe, au régime algérien sur sa propagande, pour justifier son inaction envers la jeunesse algérienne, son l'incapacité du gouvernement algérien, qui n'a rien à voir avec le peuple algérien, parce que ce n'est pas une démocratie, à lui offrir un avenir, et que le seul avenir que le régime issu du FLN en Algérie de l'indépendance a à offrir à la jeunesse, c'est de partir en France. Bon, évidemment... Certains ont parlé de travail de repentance aussi. Mais non, mais il n'y a pas de repentance à avoir dans l'histoire. Ça, c'est pas la vision du Rassemblement national. Il faut établir les faits. Il faut que des gouvernements aient des liens d'amitié, de respect mutuel. Les historiens travaillent, les gouvernants gouvernent. Mais la repentance, aller soi-disant s'excuser pour des choses que d'autres gens ont fait qui ne sont pas la personne, c'est trop facile, ça ne sert à rien. Et en l'occurrence, ça nourrit la propagande d'un régime qui n'est pas démocratique. Parce que quand je vois certaines réactions en France, notamment les partis de gauche, il faut encore le dire, mais aussi les partis liés à Emmanuel Macron, qui présentent le gouvernement algérien comme une démocratie qui représenterait son peuple, et en particulier sa jeunesse nombreuse. Ce n'est pas un gouvernement démocratique. Donc M. Macron, depuis le début, est le maillon faible de la riposte de la France envers l'Algérie. Je rappelle qu'il y a eu un mort à Mulhouse, uniquement parce que l'Algérie n'a pas appliqué le droit international. Parce que, on le rappelle, l'agresseur présumé était sous obligation de quitter le territoire. Oui, et l'Algérie l'avait refusé. Et l'Algérie l'avait refusé à de très nombreuses reprises. À une dizaine de reprises. Mais s'il y a une espèce de détente entre la France et l'Algérie, entre Paris et Alger, est-ce que vous trouvez que c'est terrible, ou bien au contraire, vous vous dites, c'est plutôt bon, notamment si on réfléchit à une possibilité ou l'hypothèse de la libération de Boualem Sansal? Ça peut aider aussi à la libération de Boualem Sansal. C'est céder. En fait, ça consiste à croire, à faire passer, vous parlez de repentance. Là, c'est pas la repentance d'il y a 50 ans, il y a 200 ans. Un régime, à savoir le régime algérien, a mis en prison un franco-algérien, un écrivain, un intellectuel, laïque, uniquement pour ces raisons-là. Et on ferait croire que ce régime peut être considéré comme un régime comme les autres et que sa libération serait la preuve que ce régime n'est pas condamnable. Le fait qu'il l'ait enfermé, pour rien, prouve bien que ce régime l'a utilisé comme un moyen, un levier d'action, de manière très cynique. C'est-à-dire que s'il y a un dialogue qui se noue, qui permet la libération... Il y avait déjà un dialogue, Madame Chabot, avant... Quelqu'un qui est un Français, on peut se dire, c'est pas plus mal, le bras de fer, ça peut aussi ne conduire à rien. C'est ça, si ces bougies arrivent, et l'obtention de la libération de Boualem Sansal, vous saluerez l'action diplomatique menée? Bien sûr qu'il faut libérer Boualem Sansal. Mais je pense que ça aurait déjà été obtenu depuis longtemps, compte tenu des moyens de sanction dont la France dispose. Nous sommes dans une riposte graduée, qui est minimaliste, qui ne correspond pas à la gravité du fait. Imagine-t-on un autre régime qui aurait enfermé un écrivain français être aussi faible? En tout cas, je ne veux pas imaginer que la France soit devenue aussi faible. La réalité, c'est qu'une fois plus, le régime algérien peut gagner parce que M. Macron est faible et que le régime algérien sait
que M. Macron va être faible, notamment parce que son esprit est embrumé par cet esprit de repentance venant du Parti socialiste. Vous évoquiez juste la riposte graduée. Les propositions de Marine Le Pen, elles sont beaucoup plus radicales, Oui. Et dans votre voix également. Le gel des visas, du transfert de fonds privés, la fin de l'aide publique au développement, la dénonciation des accords de 68. Ce qui fait dire à Gérald Darmanin, on en reparlera aussi un peu plus tard, que le principe de la riposte graduée, c'est qu'elle soit graduée justement. Et elle dit de Madame Le Pen, on le voit bien, elle n'a jamais dirigé le pays. Parce qu'en effet, rompre tout rapport diplomatique avec l'Algérie aussi, c'est quoi? C'est se priver aussi du renseignement algérien pour lutter contre le terrorisme. C'est aussi, Arlette Chabot, le gaz. Est-ce que c'est la bonne manière de faire également? Mais l'autre manière n'a pas fonctionné. Je lisais M. Darmanin dans un journal de vos confrères aujourd'hui qui expliquait, oui, moi quand j'étais ministre de l'Intérieur, j'étais très dur avec l'Algérie. Tu parles, il était allé à Alger déposer des fleurs sur la tombe des terroristes du FLN. Donc si c'est ça, on avait aussi réduit le nombre de visas, régime, ça n'avait rien donné. Il n'y avait pas eu parce que d'effet c'était exactement. positif. Eh ben, je vous remercie, c'était la suite de mon raisonnement. On a déjà essayé cette espèce de riposte temporaire. C'est-à-dire qu'en fait, le régime algérien sait que la riposte va être temporaire et donc il ne cède rien et nous cédons tout. Il savait que M. Darmanin allait céder sur les visas et d'ailleurs il a cédé. Il savait que M. Macron allait céder sur les accords de 68 et d'ailleurs il a cédé publiquement. Et donc là ils savent qu'ils vont céder. Si ça permet... Voilà, moi je ne souhaite pas, évidemment, je souhaite la sécurité pour Boualem Sansal. Mais il y a d'autres sujets qu'il faudra gérer et l'Algérie, ce n'est pas la seule, parce que ce qui me dérange, effectivement, là où je peux concevoir un certain nombre de critiques en France qui sont légitimes, c'est que l'Algérie ne doit pas cacher les problèmes que nous avons avec d'autres États qui ne reprennent pas non plus leurs ressortissants. Le Mali, alors pays qu'on a pourtant tant aidé et tant sauvé. La Tunisie, qui nous doit, voilà, avec qui on a aussi des relations difficiles, malheureusement, à cause de M. Macron. Voilà, l'Algérie ne doit pas non plus cacher les autres problèmes, mais ce qui est certain, c'est qu'on voit bien avec la réaction actuelle et avec les déclarations de M. Tebboune que M. Macron est le maillon faible de la lutte de la France pour faire respecter nos droits souverains, à ne pas accueillir des voyous et des criminels chez nous, mais aussi le droit international. Parce que ce que M. Tebboune ne dit pas, c'est que ce n'est pas la France qui l'oblige à reprendre ses ressortissants, c'est le droit international. Oui. Le droit international. Si une visite prochaine, peut-être, mettons des guillemets, du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, en Algérie, se profilait, vous diriez quoi? Nous, on est toujours pour une solution diplomatique. Donc ça permet de faire avancer. Quand on vous entend, la solution diplomatique, on la voit pas bien. On la voit pas bien. Mais parce que ce sont des ripostes autorisées par le droit international. Les mesures que vous avez citées de Marine Le Pen ne sont pas des mesures illégales. Ce sont des mesures souveraines, encadrées par le droit international. On n'a pas menacé d'envoyer un missile sur le port d'Alger, ce qui serait évidemment ridicule et totalement hors de propos. Les mesures que l'on propose, ce sont des mesures légales dans le droit international qui font partie d'un rapport de force diplomatique. Et envoyer M. Barrot, en soi, ça peut être une bonne idée, sauf que M. Barrot, il a une ligne qui est très proche de celle d'Emmanuel Macron plutôt que de celle de M. Retailleau. C'est une ligne de faiblesse. Donc ça me fait redouter le pire. Par ailleurs, M. Barrot a un petit problème de compréhension des régimes arabo-musulmans, parce que quand on le voit aller en Syrie, ne pas se rendre compte que le fait que le dictateur en herbe islamiste qui a renversé un autre dictateur, Bachar el-Assad, ne voulant pas saluer sa collègue allemande, qui est une femme, était évidemment un signe que c'était un islamiste de la pire espèce. Malheureusement, ayant laissé faire, l'histoire et les enquêtes le montreront, nous verrons les faits, mais en tout cas n'ayant pas agi pour empêcher les massacres d'Alaouites et de chrétiens d'Orient. Son homologue allemande a d'ailleurs précisé à l'époque qu'elle s'attendait à ne pas être saluée, en tout cas à ce qu'on lui serre la main. Eh bien, cette dame a tort, parce que si en tant que femme, dirigeante politique de la grande nation allemande, elle autorise un chef d'État islamiste à ne pas lui serrer la main, eh bien cette dame a tort. Elle ne se rend pas compte des combats qui ont été menés avec elle et qui sont encore menés par des millions de femmes sous des régimes islamistes ou islamisants. On évoquait le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Certains disaient dans vos rangs que c'était peut-être votre meilleur porte-parole. Que dites-vous alors de Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, avec cette proposition dans cette interview chez nos confrères du JDD qui le dit, les étrangers doivent purger leur peine dans leur pays. Pour la première fois, en effet, le ministère de la Justice a établi une cartographie précise des prisons françaises. Des détenus étrangers représentent près de 25% des prisonniers. Et le bilan est clair, il y a 82 000 détenus pour 62 000 places. Donc de fait, il l'explique aussi, s'ils purgeaient leur peine dans leur pays, nous n'aurions plus de problème de surpopulation. Est-ce que c'est si simple que ça ?
Oui, malheureusement, c'est si simple que ça. Et je regrette que M. Darmanin ait mis tant de temps à le comprendre. Donc on sent bien qu'il y a des élections dans l'air. Hein. Visiblement, les ambitions s'aiguisent pour 2027. Et quand les ambitions électorales s'aiguisent, eh bien, on pioche dans le programme de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Donc, ça sera dans votre programme. Et ça a été dans votre programme. Ça a toujours été dans le programme. Alors, ça a été immémoriel, ce que j'ai envie de dire. Mais au-delà de l'anecdote, si vous voulez, c'est déjà, aujourd'hui, ces chiffres sont consensuels. Mais que n'a-t-on subi d'insultes au Rassemblement national quand nous disions la vérité sur la surreprésentation des étrangers en prison? Là, on parle d'un facteur à x3. Hein. Il y a 8% d'étrangers en France, 24% dans les prisons, y compris quand on retire les étrangers de la communauté européenne. Donc tous ces chiffres étaient vrais. Et le Rassemblement national disait la vérité. Autre vérité, un peu plus subtile, si je puis dire, dans l'interview que donne Gérald Darmanin, c'est qu'il explique qu'en fait, c'est facile techniquement de le faire. Il dit qu'il y a une convention déjà au sein de l'Union européenne pour renvoyer les voyous, les prisonniers en Roumanie, en Bulgarie, parce qu'il parle de ces pays-là en fait. Hein. Qui ne sont pas la part la plus importante de ces étrangers incarcérés. Il y a quand même 3 000 contre 16 000 pour les prisonniers hors UE. Donc écoutez, ils sont toujours mieux dans leur pays que dans le nôtre. Et après, il y a des conventions internationales. Hein. M. Darmanin parle d'une convention entre la Belgique et le Maroc, par exemple, qui permettent de reprendre ces prisonniers sans le consentement des prisonniers. Parce qu'en France, il y a des conventions entre la France et des pays notamment avec le Maroc, et ce n'est pas le cas. S'il n'y a pas de consentement. Voilà. Oui, mais pendant la dernière présidentielle. Il part pas. Vous avez raison, Mme Chabot, mais pendant la dernière présidentielle, quand Marine Le Pen faisait cette objection qu'on pouvait très bien changer cette doctrine, cet accord, eh bien on nous disait mais non, c'est contraire au droit international, c'est contraire au droit européen. La Belgique, pays européen s'il en est, le fait. Donc une fois plus, moi au-delà de l'anecdote sur ce que dit M. Darmanin, la vérité finit toujours par triompher. Le temps révèle tout, comme disait Euripide, et plus les années passent, plus les mois passent, plus on se rend compte que Marine Le Pen disait la vérité aux Français avec Jordan. Donc moi, je veux voir dans cette interview une nouvelle victoire, non seulement idéologique, mais surtout une victoire politique, dans le sens où des mesures que proposait Marine Le Pen pour alléger le fardeau de nos prisons en renvoyant les prisonniers étrangers chez eux est possible. Mais je ne sais pas si c'est une victoire politique, mais en tout cas, vous pouvez vous inquiéter, parce que ils mettent en œuvre ce que vous aviez imaginé, les électeurs qui les ont quittés pour vous vont revenir dans la maison de la droite, des Républicains, et même un peu au-delà. Donc vous avez de quoi vous inquiéter quand même, non? Non, je ne crois pas. Déjà, toute mesure qui fait du bien à la France ne m'inquiète pas pour l'intérêt général, mais surtout, je pense qu'en fait, ce qui a fait barrage, notamment aux dernières élections à Jordan Bardella et à Marine Le Pen, c'est le mensonge. Donc quand les mensonges s'effacent, le barrage s'effacera, et donc c'est plutôt une promesse de victoire. Je pense que les Français, convaincus par quand même la perversité de ces mensonges, parce que mentir sur des sujets aussi graves, c'est quand même très grave, très, très, très problématique pour la qualité de la démocratie, iront à ceux qui leur ont dit la vérité, à savoir Marine Le Pen. Vous n'êtes pas inquiet, du coup, pour poursuivre la question d'Arlette Chabot, qu'il n'aille sur votre terrain parce que vous parliez tout à l'heure du port du voile. On a entendu, alors certes de manière dissonante, mais un Bruno Retailleau ou encore une fois un Gérald Darmanin très à l'offensive, d'accord avec le fait que, notamment dans le cadre sportif, le port du voile n'était pas acceptable et tolérable. Non, je pense qu'effectivement, ce que vous avez dit dans votre première question, ce que disait Laure Lavalette, Sébastien Chenu, ce sont nos porte-paroles. Donc il y a un concours pour être le meilleur porte-parole de l'extérieur du Rassemblement national. Écoutez, je les laisse. De toute façon, j'ai confiance dans la pertinence des électeurs, dans la conscience de la politique des Françaises et des Français. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous caractérise parfois de populistes. Hein. Les populistes, c'est ceux qui font confiance au peuple et à la sagesse du peuple. Donc je pense au contraire que ces personnes, croyant faire des petites manœuvres et de la petite politique, seront rattrapées par la vérité et par Marine Le Pen, donc il incarne. Jean-Philippe Tanguy, en ce dimanche 23 mars, cela marque les 100 jours de François Bayrou à Matignon. Dans la tribune, dimanche, il le dit, si le bon style était celui de mes prédécesseurs, je ne serais pas là. Je ne suis pas énarque, je ne suis pas parisien, je refuse les éléments de langage et de com. Les Français veulent de l'authenticité. Ils sont parfois asservis avec le Premier ministre. Mais on sent quand même poindre dans vos rangs la fin d'une certaine forme d'indulgence. D'abord, comment qualifiez-vous ces 100 jours de François Bayrou à Matignon? Vous avez été l'un des moins tendres avec le Premier ministre, comme d'ailleurs avec son prédécesseur. C'est vrai. Moi, j'ai une petite connaissance de François Bayrou à travers Nicolas Dupont-Aignan, qui avait été son directeur de cabinet au ministère de l'Éducation. Donc, peut-être une approche différente du personnage. Moi, je le qualifiais de vieux renard, ce qui n'est pas méchant. Non, bon. C'est moins méchant que le vieux fossile concernant Michel Barnier. Oui, bon, c'était pas très élégant, mais c'était pas forcément faux. Ce renard, très malin. Donc, c'est pas l'authenticité, c'est au contraire une manière de goupille, pour reprendre un terme qui plaira à monsieur Bayrou, un bon mot du français, du vieux français.
il ruse. Donc il détourne l'attention, il gagne du temps, il donne aux socialistes ce qu'ils ont envie d'entendre pour leur donner un prétexte pour trahir ce qu'ils savent parfaitement faire. Et on se retrouve dans l'inaction la plus totale, parce que bon, il ne se passe rien en fait en France. Les grands sujets ne sont pas traités, et surtout, le peu de sujets qui sont traités, par exemple, la loi sur le narcotrafic, il n'avance que grâce au Rassemblement national. Parce que je vous invite, je pense que vous l'avez fait, à regarder la présence en hémicycle. C'est le Rassemblement national qui permet à M. Darmanin, à M. Retailleau, à Mme de Montchalin de faire un texte de lutte contre le narcotrafic, pendant que la gauche, si nous n'étions pas là, pourrait faire tout passer, parce qu'il n'y a pas de députés de LR, de M. Retailleau, ou des députés macronistes. Imaginez, jeudi, vendredi, ils étaient entre 0 et 2 députés LR sur une loi aussi importante, une loi qui vient quand même de leur rang, à travers le Sénat, avec M. Blanc. Il y a eu des ordres, selon vous, de Laurent Wauquiez de ne pas être présent, peut-être pour ne pas aider ses collègues du gouvernement? Non, mais vous savez ce que disait M. Rocard, entre le complot et l'incompétence, choisissez l'incompétence. Là, on est dans l'incompétence la plus totale. C'était pareil sur le budget. Sur le budget, et ce qui était quand même grave, parce qu'on se prenait, excusez-moi, des ripostes de propagande de nos adversaires sur le fait que, soi-disant, nous travaillions avec la gauche, alors que c'était la présence des députés Rassemblement national avec votre serviteur en chef de rang qui bloquait toutes les impôts dingos, toutes les propositions irresponsables des insoumis. C'était parce que nous étions présents pendant que le bloc central, soi-disant champion de la lutte contre les impôts et de l'efficacité économique, n'était pas là. Ils ne sont pas là. Ils sont dans leur circo, peut-être, pas sûr. Ils sont nulle part, à mon avis. Alors, la question est de savoir combien de temps vous allez soutenir, je reviens à la question posée par Marie, le renard, et l'habileté du renard. Est-ce que vous considérez, par exemple, sur les retraites, avec ce conclave, on a vu, la CGT partir et d'autres, après les représentants des petites entreprises, il reste la CFDT et le MEDEF qui, en gros, essayent de reprendre la discussion. La fin de la possibilité de discuter un retour à l'âge de départ à 62 ans. Est-ce que vous considérez, vous aussi, que c'est une faute? Les socialistes parlent de censure possible sur ce sujet. Est-ce que vous aussi, vous dites, oui, si la négociation est à ce point verrouillée, nous aussi, on pourrait le censurer, le renard? Mais la faute, c'est le mensonge. Parce qu'il a menti, M. Bayrou. Vous savez très bien, les conditions économiques, en tout cas de leur point de vue, n'ont pas changé. Comme ils n'ont le pas contexte international, voilà ce qui est mis en avant. Mais ça, c'est pas possible. Qui a quand même changé, oui. Non. Ce qui s'était passé dans le bureau ovale n'avait pas eu lieu quand cette promesse... Madame Chantrey, vous avez raison, mais la scène qui s'est passée dans le bureau ovale n'a pas d'incidence sur la réforme des retraites. Il faut arrêter de prendre les Français pour des imbéciles, ce qu'ils ne sont pas évidemment, et M. Bayrou devrait se méfier. En plus, c'était pas son genre, parce qu'il a beaucoup de défauts, c'est pas du tout ma ligne politique, mais M. Bayrou, il avait plutôt une démarche de respect dans sa carrière politique envers les Français, et là, je trouve qu'en utilisant cette ficelle qui vient plus de la Macronie que du Modem, il se détourne un peu de sa voix dans le rapport avec les Français. Les Français savent très bien que c'est pas les événements à Washington, aussi condamnables puissent-ils être, qui jouent sur l'équilibre général des retraites pour 2030, 2040 ou 2050. Parce qu'il s'est passé dans le bureau ovale, on y reviendra, le besoin de se réarmer, d'investir dans un budget de la défense de manière de plus conséquente. Tout n'est pas fongible en économie et en finance. Donc l'argent des retraites, ou alors ça veut dire qu'ils vont pomper les pensions des retraités pour financer l'armée, qu'ils le disent tout de suite, mais c'est pas ce qu'ils vont faire. En fait, tout ça n'est qu'un prétexte. Donc moi je conseille, du point de vue politique, aux forces syndicales, aux forces représentatives, de retourner la manœuvre de M. Bayrou contre lui, en négociant non pas les 62 ans, puisque c'est fini, mais d'autres avantages pour les Français. Parce que moi, je ne suis pas pour la politique du pire, et au Rassemblement national non plus. Donc si on peut améliorer les droits pour les mères de famille, ou les pères de famille, mais souvent des mères de famille, évidemment, les femmes qui travaillent, les carrières hachées, les temps partiels subis, les métiers difficiles, la pénibilité au travail, notamment physique ou psychologique. S'ils arrivent à obtenir des gains de vie pour les Françaises et les Français, qu'ils le prennent. Et ils trouveront le Rassemblement national en soutien pour améliorer la vie des Français. Ça me paraît plus intéressant que de donner à M. Bayrou ce qu'il veut, en fait. C'est prouver que les forces syndicales sont incapables d'avoir des discussions et qu'il faut que tout vienne, avant de l'Élysée, maintenant, de Matignon. Donc ce cynisme de M. Bayrou, à mon avis, devrait être retourné contre lui-même. En tout cas, pour ce qui est de la censure, pour ne pas répondre à votre question, ce qui est vrai, c'est que les sujets s'accumulent. On verra peut-être la politique énergétique. Marine Le Pen l'a dit elle-même. Le tonneau se remplit, dites-vous. Exactement. Oui, effectivement, le tonneau se remplit. Mais pas les retraites, c'est pas en haut de la pile, les retraites. Non, parce que nous vous savez, nous on avait pris acte, on en avait parlé sur ce plateau, des élections. On n'est pas comme la gauche qui a perdu et qui pense avoir gagné. Nous, on n'a pas gagné les élections. On le regrette. On pense que les Français ont été détournés de leur choix. Mais bref, c'est comme ça. Donc, on est entré en négociation à l'époque avec M. Barnier.
sur les impôts, sur la facture d'électricité, sur le pouvoir d'achat, sur l'immigration, sur des sujets négociables. La retraite, c'était pas négociable puisque les macronistes avaient dit c'est pas négociable. Donc si vous rentrez dans une négociation avec une ligne rouge qui est infranchissable, vous êtes de mauvaise foi. Donc nous, on a un mandat des Français pour améliorer leur vie. La retraite à 62 ans, elle reviendra avec Marine Le Pen à l'Élysée ou Jordan Bardella à Matignon, encore mieux les deux en même temps. Mais c'est faux de dire qu'on pouvait l'obtenir maintenant. C'est un mensonge. Donc nous, on ment pas aux Français. On leur dit on peut faire la retraite à 62 ans si on a les pouvoirs et si les Français nous font confiance à l'Élysée et à Matignon. Mais la gauche qui vous fait croire n'importe quoi, vous voyez le résultat, c'était du pipeau. Donc pas de censure là-dessus. En revanche, Marine Le Pen, dans un entretien au Figaro, dit François Bayrou commence vraiment à m'énerver sur la question précise de la politique énergétique. On va être très pédagogique pour les téléspectateurs qui nous regardent parce que c'est un dossier extrêmement technique. 200 pages. De 200 pages. Et par ailleurs, nous n'avons pas le temps et ça reste très compliqué. Mais Marine Le Pen le dit, elle s'est agacée que la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui nous engage sur plusieurs années, qu'elle conteste, ne soit pas soumise au vote des députés parce qu'effectivement, le gouvernement compte passer par un décret. Quel est l'avertissement que vous faites aujourd'hui au gouvernement et en premier chef au Premier ministre? Là, est-ce que ça pourrait, si ça passe par décret, être un motif de censure de la part du RN? Le groupe en décidera, mais je pense que la citation que vous avez donnée de Marine Le Pen est très claire sur sa détermination à en faire un sujet majeur. Pourquoi? Parce que l'énergie, c'est la sève, c'est le sang de l'économie. Donc si l'énergie s'installe durablement à des prix très élevés, c'est ce que fait cette PPE, le gaz et le pétrole sont prévus à 50%, d'un prix 50% plus élevé qu'avant la précédente PPE. Le nucléaire continue en valeur absolue se rétablit, mais en valeur relative se dégrade. Et surtout, en fait, on continue la politique comme avant. C'est-à-dire que tout ce qui a échoué, on continue. C'est pour ça qu'il passe par décret d'ailleurs. C'est dans les couloirs des ministères, c'est les lobbies. On continue à subventionner massivement ces énergies intermittentes qui ne fonctionnent pas, au détriment du nucléaire qui n'est pas relancé. Parce que ce que M. Macron avait présenté, parce que les Français le veulent, comme un plan de relance du nucléaire, est en fait un plan de relance de l'éolien terrestre en mer et de l'énergie solaire. L'énergie solaire qui a l'air sympathique, mais qui est une perte d'argent. Perte douloureuse d'argent, déjà 4 milliards d'euros par an. Et en fait, la facture de cette PPE, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la PPE elle-même, à la page 160 d'ailleurs. Il faut se taper 160 pages sur 180 avant d'arriver quand même au prix que ça coûte. Eh bien, ça va coûter plus de 100 milliards d'euros en subvention, rien que pour l'éolien et le solaire, à ajouter aux 200 milliards déjà prévus par RTE et Enedis pour raccorder toute cette politique absurde. Donc on a une facture totale de 300 milliards d'euros. Alors vous me parlez des retraites. Donc si vous voulez priver les Français d'acquis sociaux sur leur qualité de vie pour gaspiller 300 milliards d'euros de subventions, de prix sur la facture qui ne servent à rien par rapport à ce que propose Marine Le Pen avec un développement du nucléaire et de l'hydroélectricité, on est dans le délire. Et j'en finirai là-dessus. Et c'est ce que prouve Alexandre Loubet en ce moment avec sa commission d'enquête sur la réindustrialisation. Il n'y aura pas d'industrie française, ni européenne d'ailleurs, sans énergie compétitive et à bas coût. Les États-Unis, depuis 20 ans, ont baissé leur électricité et leur gaz par 2. Et vous dites que la France l'a multiplié par 2. Ça ne tiendra pas. Et vous dites que cette PPE n'est pas compétitive, du coup? Ah ben c'est même pas qu'elle n'est pas compétitive, là c'est qu'on va dans le mur. Oui. Aujourd'hui, la politique actuelle n'est pas compétitive. L'électricité, son prix a augmenté par 2, le gaz, pareil. Mais il n'y aura plus d'industrie. Et là, quand on écoute, grâce au travail d'Alexandre Loubet, le dirigeant de la chimie au Sénat aussi, des grandes industries françaises, le président de Toyota qui a une usine en France et qui peut comparer ce qui se passe au Japon, en Chine, en Europe et aux États-Unis, qui nous dit si vous retrouvez une énergie compétitive, la France devient le pays le plus attractif pour l'industrie dans toute l'Europe. Donc on voit bien que tout ce que proposait Marine Le Pen depuis 10 ans sur l'analyse était vrai, mais surtout que la politique que l'on propose concrètement permettra de ramener de l'industrie en France. Juste en un mot, ça va être simple. Vous avez dit tout à l'heure, les sujets, les raisons de déposer une motion de censure s'accumulent. Alors vous avez dit non sur les retraites, parce que de toute façon, vous n'y croyez pas depuis le début au retour à 62 ans. Là, il y a une incertitude sur la loi de programmation de l'énergie. Il y a d'autres sujets. C'est quoi l'autre sujet qui pourrait déclencher? Madame Chabot nous avait promis des lois sur l'immigration, sur le délit illégal de séjour, supprimé par M. Hollande, qui considère que les clandestins ne sont plus des délinquants. Si, les clandestins sont des délinquants, ils rentrent ou ils se maintiennent sur le territoire. Aujourd'hui, pas de matière illégale, mais nous, on considère que ça devrait être illégal. Des grandes mesures de contrôle des frontières. Et c'est pas dans le programme de François Bayrou qui a été envoyé au parlementaire. Mais non, parce que M. Bayrou... Donc c'est un motif de censure. M. Bayrou choisit ce que je disais, de détourner l'attention avec un mot fort, la submersion migratoire. Et après, un filet d'eau tiède. Bon, c'est à bon,
peut dire que c'est quand même un bon résumé de la carrière de M. Bayrou. Ça tape fort et à la fin, c'est un filet d'eau tiède. C'est le centrisme à la française et c'est en particulier le centrisme de M. Bayrou. C'est pas méchant. Il y a quand même un peu de recul sur sa carrière. Juste du coup, censure, pas censure, comment vous voyez les prochains mois au Parlement? Est-ce que, de la part notamment de la gauche, des Insoumis, le refrain c'était la destitution du président de la République? Sur ce terrain-là, depuis, effectivement, là encore une fois, lié au contexte international, ce refrain est beaucoup moins présent. De votre côté, est-ce que vous sentez une dissolution au mois de juin prochain, comme le permet la Constitution au président de la République, pas avant? Vos demandes de retrait d'Emmanuel Macron, là aussi, de votre côté, semblent beaucoup moins présentes dans le débat public. Comment sentez-vous les choses? Bon, Marine Le Pen avait été beaucoup plus prudente, elle avait raison. On voit bien que l'expérience et son sens politique parlent, parce qu'elle n'a pas du tout, c'est pas vous exprimer sur le retrait, par exemple, d'Emmanuel Macron. Contrairement, effectivement, à moi, qui est peut-être un peu plus vigoureux, j'avais sans doute tort. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est à nous aussi de créer les conditions politiques, comme Jordan Bardella l'avait fait en gagnant massivement les élections européennes, d'une dissolution. Ça ne tombera pas du ciel, évidemment. Monsieur Macron ne se mettra pas en situation de faiblesse supplémentaire. Mais vous travaillez toujours à fond sur votre plan Matignon, bien sûr, pour de possibles élections législatives. Absolument, on travaille beaucoup là-dessus, en parallèle des élections municipales avec Julien Sanchez qui dirige cette campagne municipale. On avance et on veut créer les conditions pour. C'est pour ça que Marine Le Pen est offensive sur les grands axes et sur les politiques qui engagent la nation pour les 10 années suivantes. Mais ce qui est sûr, c'est que la trahison des socialistes, de leur programme, qui était annoncée, qui était claire, moi je pensais qu'elle viendrait même plus tôt. La trahison est venue un peu plus tard et donc nous a permis quand même de faire passer une censure et de protéger les Français de 40 milliards de hausse d'impôts. Mais plus on se rapproche des municipales, plus les socialistes sont tenus par Emmanuel Macron et M. Bayrou. Pourquoi? Parce que les villes, les socialistes, avec les Verts, ils veulent garder leur ville. Et il y a un gros cadeau, c'est l'électorat macroniste, qui n'a pas d'incarnation parce que le personnel municipal macroniste, il est très faible. Donc en fait, les socialistes et les Verts, qui sont obsédés que par leurs petits intérêts personnels, veulent garder le magot des métropoles qui leur apportent beaucoup d'élus et beaucoup d'argent. Donc plus les municipales se rapprochent, plus le peu de soucis d'intérêt pour l'intérêt général qu'avaient les socialistes s'évanouit. D'ailleurs, moi qui suis à la commission finances, c'était flagrant à quel point, notamment dans la commission mixte paritaire qui malheureusement est à huis clos, les socialistes, notamment ceux du Sénat, qui dépendent des élus municipaux, et les Verts, ne parlaient que des petites subventions aux associations municipales, à leur petite clientèle, à leurs copains, à leurs amis, toujours négocier un petit billet sur le dos des Français pour garder leur commune. Arlette Chabot, oui. Un mot sur la défense. Est-ce que vous voterez une augmentation, par exemple, d'une loi de programmation militaire qui serait augmentée? Oui. Vous pensez qu'il y a un effort à faire, et il faut augmenter le budget de la défense? Tout à fait. Depuis 2012, Marine Le Pen demandait 3%. Encore une prescience, une analyse juste de la situation. Donc nous, on votera cet effort. D'ailleurs, une fois de plus, la loi précédente, qui était déjà un effort notable, avait été passée parce que le Rassemblement national était présent. Et ce n'étaient pas les députés du centre et de la droite qui avaient fait barrage, aux Insoumis. Oui. Est-ce que vous vous réjouissez du réveil des Européens à l'égard des États-Unis? Vous dites je suis un anti-atlantiste. Donc, au fond, les Européens qui prennent leur distance avec les États-Unis, vous applaudissez, même si c'est Donald Trump à la Maison-Blanche. Ah oui, tout à fait. Mais il a déjà été à la Maison-Blanche, Donald Trump. En 2016, il avait dit il avait failli sortir de l'OTAN au sommet de Bruxelles. Monsieur Macron. Donc ça ne vous dérange pas? C'est plutôt bien pour vous? Ah mais oui, mais c'est très bien. Moi, tous les pays indépendants, autonomes, des nations européennes, pas l'Europe comme bazar, mais que les nations européennes soient libres et souveraines et se sortent de la tutelle du protectorat même, en l'occurrence pour des pays comme l'Italie, l'Allemagne ou d'autres qui ont des soldats américains et même des bombes américaines sur leur sol, je ne peux que m'en féliciter et que le modèle français du général de Gaulle soit restauré. Je m'en félicite, mais je ne vois pas ça. Je vois aujourd'hui des Européens qui font beaucoup d'annonces, mais qui finalement vont commander des dizaines de milliards, voire des centaines de milliards de matériel américain, et je vois des États qui sont... Il y a une volonté, et il y a certains États qui ont renoncé à ces commandes américaines. Nous verrons, mais les Allemands, par exemple, l'élément central, le pivot quand même de cette politique, c'est l'Allemagne et l'Italie, puisque c'était les pays avec la Pologne les plus atlantistes et les plus puissants du continent européen. Donc on verra les choix qu'ils font. Mais aujourd'hui, ils sont pris dans un certain nombre de contradictions. Emmanuel Macron aussi. Parce que tant qu'il n'a pas de liberté par rapport à l'OTAN, et notamment peut-être une perspective, pas immédiatement, mais une perspective de sortie du commandement intégré, comme le propose Marine Le Pen, on voit bien qu'il continue à être en fait sous le parapluie américain. Et c'est pas en parlant fort. Nous, c'est un peu l'inverse, Rassemblement national. On n'insulte pas les dirigeants américains, ça ne sert à rien.
Mais certains vous reprochent votre inconstance et parfois votre flou concernant la géopolitique. Non, mais on est parfaitement constant. Moi, je suis désolé. J'invite les Françaises et les Français à regarder les archives, les discours de Marine Le Pen. C'est elle qui avait dit qu'il fallait se débarrasser du parapluie américain, être libre, être indépendant. C'est pas nous qui avons construit un gazoduc géant entre l'Allemagne et la Russie, c'est nos adversaires. Être moins constant sur la Russie et Vladimir Poutine. On était contre ce gazoduc, par exemple. Il n'y a que le Rassemblement national qui était contre. Pendant que les socialistes allaient chercher des valises de billets avec M. Schröder par Gazprom. Donc en fait, là aussi, le Rassemblement national était le bouc émissaire de toutes les erreurs de nos adversaires. Et ils essaient de faire croire que c'est le Rassemblement national qui a fait ses choix pourris, mettant la France et l'Europe dans de très grandes difficultés contre laquelle Marine Le Pen et Jordan Bardella avaient voulu les protéger. C'est souvent le paradoxe de l'histoire, mais je suis sûr que la vérité finira par s'imposer. La dernière minute de cette émission, Jean-Philippe Tanguy, une dernière question. Peut-être savoir l'ambiance chez vous, au parti Marine Le Pen, parce qu'elle sera fixée le 31 mars, lundi prochain, sur son sort et celui d'une éventuelle inéligibilité. Selon un indiscret du Point que j'aimerais vous soumettre, voilà ce qui est écrit. Il lui resterait peut-être un recours insolite. Si elle était condamnée avec une peine d'inéligibilité, Macron pourrait lui accorder sa grâce. Imagine à voix haute notre source dans votre parti, ça la tuerait. Il reviendrait populaire, mais elle prendrait un coup énorme. C'est juridiquement possible. Est-ce que, effectivement, cette idée de grâce présidentielle en cas de condamnation à inéligibilité, et donc qui l'empêcherait de se présenter en 2027, prospère chez vous? Alors, je découvre Alors, je suis ravie de vous le faire découvrir. Écoutez, je ne sais pas qui est cette personne qui se prétend fidèle de Marine Le Pen, mais enfin, pour faire ce genre de déclaration, ça me paraît plus une taupe qu'un fidèle, hein, parce que, bon, ça me paraît surréaliste. Vous êtes confiant ou vous sentez une fébrilité monter? Non, moi je suis très impressionné par le stoïcisme de Marine Le Pen. C'est une décision très lourde, d'une injustice profonde, une mère de famille patriote qui s'est battue pour son pays, qui est accusée de choses fallacieuses comme ça. Bon, et ben vous voyez, elle est allée au Tchad, elle a fait un déplacement très important à Bruxelles, elle mène ses activités comme la dirigeante politique qu'elle est, et je dois dire qu'elle m'impressionne beaucoup. Mais encore plus que d'habitude. Les choix futurs sont suspendus à la décision quand même judiciaire, à son avenir judiciaire. Mais c'est une date choix que vous ferez. Mais c'est une date importante, évidemment, bien sûr. qui, dans un cas comme dans l'autre, amènera des décisions importantes. Mais Marine Le Pen est très, fidèle à elle-même, fidèle à ses engagements, et vraiment d'un stoïcisme qui, de mon point de vue, force l'admiration. Merci beaucoup Jean-Philippe Tanguy d'avoir été notre invité ce dimanche. Merci Arlette.